Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan salue une coopération fructueuse entre l'Europe et l'Afrique. Déclaration faite ce jeudi à la fête de l'Europe célébrée chez l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette alliance, l'UE a initié une tournée avec le groupe Magic System pour partager, entre autres, des notions de démocratie et de bonne gouvernance. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a inauguré l'usine de lixiviation en cuve. Sa construction a coûté 280 milliards de francs CFA à la société minière d'Iti. Un investissement qui vient accroître non seulement sa production qui passe de 2 à 6 tonnes l'année. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants mise sur la communication pour relever les nouveaux défis liés à l'élimination durable des pires formes de travail des enfants. Le CNS vient d'organiser une rencontre avec des responsables de communication afin d'asseoir une stratégie commune. Le dossier VDC de ce 20h nous mènera à Koni, à quelques kilomètres de Korogo. Nous irons à la découverte de ces artisans forgerons pour qui le travail du fer n'a aucun secret. Koni s'est spécialisé dans le travail des forges, une réputation qui attire de nombreux touristes. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan salue la coopération fructueuse entre l'Europe et l'Afrique. Il a fait cette déclaration hier jeudi à la fête de l'Europe célébrée à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Dans le cadre justement de cette alliance UE-Afrique, lui a initié une tournée avec le groupe Magic System afin de partager entre autres des notions de démocratie et de bonne gouvernance. On en sait plus avec Issa Tchonan Yeo. Bâtir une relation de confiance et de respect mutuel entre l'Europe et l'Afrique. Tel est l'enjeu de la nouvelle alliance entre l'Europe et l'Afrique. Une alliance pour faire la promotion des valeurs universelles telles que la bonne gouvernance, la démocratie, l'éducation et bien d'autres. Des valeurs que l'Union européenne veut promouvoir à travers la culture via le concept l'UE Magic Tour. On se connaît, on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes. La démocratie, la solidarité, la paix, la stabilité, l'égalité entre hommes et femmes. On partage tout ça. La protection de l'environnement. Mais il faut mettre en évidence qu'on partage ça. Ça, je considère une partie de mon travail et je vais le faire, je vais commencer cette année ensemble avec la Fondation Magic System. On va faire le tour du pays avec 30 artistes ivoiriens. On parle d'une nouvelle alliance entre l'Europe et l'Afrique et je crois que la culture a sa part à jouer et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut remercier l'Union européenne d'avoir pris cette initiative avec la Fondation Magic System de promouvoir ces valeurs communes-là à travers une tournée, à travers la tournée de l'UE Magic Tour qui va nous permettre de rencontrer toutes les populations ivoiriennes. L'Europe et l'Afrique entretiennent de vieilles relations d'amitié depuis plusieurs décennies. Une coopération saluée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan à l'occasion de la fête de l'Europe. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons d'excellentes coopérations avec l'Union européenne. Et comme c'était indiqué, c'est un de nos principaux partenaires à la fois au niveau commercial, mais aussi au niveau donc, des financements et aussi au niveau donc, du secteur privé. Puisque vous savez que la croissance de la Côte d'Ivoire est beaucoup tirée par le secteur privé, à la fois local, le secteur privé donc international, dont les entreprises européennes. Nous avons bâti et développé un dialogue. Dans le cadre du dialogue politique qui existe entre l'Europe et l'Afrique, qui permet donc à chacune des parties d'indiquer ses préoccupations fondamentales et notamment donc à nos pays, dont la Côte d'Ivoire, d'exprimer sa vision donc, de développement. En Côte d'Ivoire, l'Union européenne investit dans plusieurs domaines d'activité, dont la santé, l'éducation et les infrastructures. De son côté, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a inauguré l'usine de lixiviation en cuve. Je rappelle, la construction a coûté 280 milliards de francs CFA à la société minière d'Iti. Nous y reviendrons dans quelques instants dans ce journal. Une question à présent dans ce 20h. Comment relever les nouveaux défis liés à l'élimination durable des pires formes de travail des enfants? Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants mise sur la communication. Pour le CNS, il faut une stratégie commune avec les responsables de communication. Alors, des propositions ont été faites à l'issue de 2 jours de conclave pour endiguer ce phénomène, comme nous l'explique Mama Traoré.
Méconnaissance de la problématique du travail des enfants, mauvaise perception de la Côte d'Ivoire sur l'implication des enfants dans la cacaoculture ou encore le manque de visibilité des actions menées par le gouvernement. Devant tant d'obstacles à la promotion des actions de lutte contre le travail des enfants, les professionnels de la communication et des médias recommandent une matrice de solutions au Comité national de surveillance. Comme solution, nous avons proposé un renforcement des capacités des responsables de communication de tous les ministères impliqués dans la lutte contre le travail des enfants. Une communication autour des actions de répression des acteurs impliqués dans la traite interne et transfrontalière des enfants et des personnes. L'élaboration d'une stratégie de communication digitale pour informer et faire des campagnes de sensibilisation. Nous communiquons, nous engageons à une synergie d'action dynamique. D'une part, pour rendre visibles les actions menées par les différents acteurs au plan national et international, et d'autre part, pour sensibiliser les populations en vue d'éliminer le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Avec ce soutien des professionnels de la communication et des médias, la secrétaire exécutive du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, représentant la première dame Dominique Ouattara, estime qu'un nouveau cap sera franchi. Vos précieuses contributions et observations nous ont permis d'identifier les problèmes et difficultés de communication qui ont été jusqu'à ce jour un obstacle ou des facteurs limitants à l'atteinte des résultats de la lutte contre le travail des enfants dans notre pays. C'est pourquoi je reste convaincu que la mise en place et en œuvre de toutes ces recommandations aboutira certainement à l'élimination significative, sinon totale, du travail des enfants dans notre pays. Le plan de communication défini à l'issue de ces travaux va servir à vulgariser le plan d'action national 2019-2021 de lutte contre le travail des enfants. Il sera lancé le 22 mai prochain par la première dame Dominique Ouattara. Je vous conduis au rendez-vous du gouvernement, une tribune d'échange organisée par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, face aux journalistes ce vendredi, a évoqué la bonne gestion des finances publiques dans notre pays. Par ailleurs, des réformes ont été engagées, notamment le budget programme. Et toutes ces mesures, selon lui, sont censées contribuer à l'emploi. Jean-Luc Bambo. C'est un secrétaire d'État particulièrement à l'aise qui s'est prêté au jeu des questions-réponses devant un parterre de journalistes. La raison, la bonne tenue des finances publiques qui s'est traduite par le respect des différents engagements budgétaires. Tous les engagements pris par la Côte d'Ivoire au niveau des différents critères ont été respectés. Et je peux vous dire que pour un pays africain, ce n'est pas quelque chose de courant. Tous les engagements ont été respectés et en particulier, le critère clé en général de ce programme-là, à savoir le déficit budgétaire, qui fait la preuve que vous avez une très bonne maîtrise de vos finances publiques et que vous n'avez pas un déficit excessif. Résultat, une hausse constante du budget qui est passée de 3 200 milliards de francs CFA en 2012 à 7 334 milliards de francs CFA en 2019. Une autre preuve de la bonne gestion des dépenses publiques, le renforcement des procédures concurrentielles dans les marchés publics. On est passé de plus de 25% de parts de marché qui étaient faits en gré à gré en 2015. Et en 2018, nous sommes aujourd'hui autour de 10%. À la vérité, en mars 2019, nous sommes encore en dessous de ces chiffres-là. Donc c'est pour vous dire que les procédures concurrentielles en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui s'est extrêmement renforcé. En termes de perspective au niveau budgétaire, le secrétaire d'État annonce le passage au budget programme à partir du 1er janvier 2020. Ça veut dire qu'on a un programme. Une ressource est allouée à ce programme pour plusieurs années, 3 ans. On regarde comment est-ce que l'utilisation de la ressource est faite sur le programme. Celui qui doit utiliser la ressource ne peut plus venir dire demain, ah non, bon écoutez, comme tu dis telle difficulté, je voudrais prendre telle ressource pour affecter à telle chose. Non, et puis il rend compte à l'échéance. Est-ce qu'effectivement le programme a été réalisé? Les réformes opérées dans le processus de collecte des ressources, comme le paiement de l'impôt à distance ou la modernisation des outils de contrôle douanier, sont d'autres motifs de satisfaction du secrétaire d'État. Seule ombre au tableau, le niveau de performance des entreprises publiques qui nécessite, selon Moussa Sanogo, une généralisation des contrats de performance signés avec les entreprises à participation publique.
La question de l'emploi était aussi au cœur de la rencontre que viennent de tenir le FDFP, le Fonds de développement des formations professionnelles et l'Agence Emploi Jeunes. Les deux entités ont signé un partenariat en vue de trouver une réponse aux problèmes de chômage. Elles se sont engagées à concevoir et à financer une formation de mise à niveau des jeunes demandeurs d'emploi afin de satisfaire aux offres de marché. Sabine Ouattara, Didier Nguessan pour les explications. Donner à la jeunesse ivoirienne les armes de son autonomisation. Cela passe par une bonne formation couronnée par l'insertion professionnelle. Pour ce faire, le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, et l'Agence Emploi Jeunes mutualisent leurs efforts. Les deux structures signent une convention cadre de partenariat. Pour Ange Battesti, secrétaire général du FDFP, sa structure va renforcer la capacité des jeunes à travers des formations qualifiantes de reconversion, de réorientation et d'apprentissage. Ceci afin de faire correspondre la formation des demandeurs d'emploi aux besoins réels du marché. En contrepartie, l'Agence Emploi Jeunes s'engage à satisfaire ses obligations. Nous resterons engagés pour tirer le meilleur parti de ce partenariat, en vue non seulement de donner des compétences à des jeunes, mais également de contribuer au rayonnement d'une institution qui a fait ses preuves au plan national et sous-régional. Je m'emploierai avec l'ensemble de mes collaborateurs à une mise en œuvre totale et entière de tous les engagements pris dans le cadre de notre accord. Je reste convaincu que nos efforts apporteront des réponses idoines qui permettront de relever les défis de l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Cet accord FDFP, Agence Emploi Jeunes, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan social du gouvernement sur la période 2019-2020. On s'intéresse aussi à votre santé dans cette édition. Je vous convie à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme qui vient d'être célébrée à Dimokro. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, et les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la lutte se sont retrouvés pour faire le bilan des actions menées. Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer la stratégie nationale de lutte contre la maladie. Zéro paludisme en Côte d'Ivoire, je m'engage, c'est le slogan de la campagne. C'est Chkolia. Ce que je te fais, ta fille est malade, tu ne vas même pas aller la toucher un peu. Dimokro, aux couleurs de la célébration de la 12e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Dans le Nzi, le paludisme a fait plus de 10 décès selon les récents chiffres. Le paludisme, cette maladie, touche en moyenne 30 000 personnes par an. Zéro paludisme en Côte d'Ivoire, je m'engage, c'est le thème de cette journée mondiale. On note que le paludisme reste le premier motif de consultation en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne figure cependant plus sur la liste des 16 pays pourvoyeurs de cas de paludisme dans le monde. Mais la maladie continue de ruiner les espoirs des populations qui aspirent à un bien-être et au bonheur. Le paludisme représente un tiers des motifs de consultation dans nos formations sanitaires. C'est trop. Les ménages dépensent 12 à 14% de leurs revenus pour les soins du paludisme. Une personne active atteinte du paludisme perd 4 à 7 jours de travail. Quel gâchis! Le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, concentre d'importants efforts pour que les populations aient gratuitement, et je dis bien gratuitement, accès aux moyens de prévention et de prise en charge du paludisme. La Côte d'Ivoire fait désormais partie des 9 pays au monde qui ont fait de la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés une priorité. Les partenaires, notamment la France, les États-Unis à travers l'USAID, l'UNICEF et tout le système des Nations Unies, encouragent la Côte d'Ivoire pour toutes les actions menées en vue de lutter contre le paludisme. Ils promettent renforcer leur collaboration pour effacer toute trace de paludisme en Côte d'Ivoire dans les années à venir. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme s'est achevée par la visite du centre hospitalier régional de Dimokro. Le ministre Aka Awele est allé s'imprégner des réalités de ce CHR. Le dossier VDC de ce 20h nous mène au cœur de Koni, à quelques kilomètres de Korogo. Nous allons découvrir ces artisans forgerons pour qui le travail du fer n'a aucun secret. Si vous souhaitez acheter du matériel agricole pour les plantations, une destination
Kony. Cette bourgade s'est spécialisée dans le travail des forges. La renommée de Kony attire de nombreux touristes, vous allez le voir. Notre reporter Patricia Omouetia nous conduit devant le haut fourneau de forge à Kony. L'artisanat d'art est le pilier de l'attraction touristique de Korogo et sa région. Toutes les spécialités traditionnelles sont représentées et regroupées par village. À Kony, ce sont des forgerons. Le village de Kony est situé à environ 15 km de Korogo sur la route qui mène à Mbengue. Dans ce centre artisanal, le travail du fer perpétue les techniques métallurgiques anciennes. C'est un métier père en fils. Je travaille avec la terre ferrugineuse. Le minerai du fer, qu'à l'époque, ce que nos parents faisaient pour faire les outils, les objets pour donner le paysan. Le cœur se serre toujours devant l'abandon de tradition. Sorosi Onkaman, ce forgeron plein d'idées, veut relever le défi. Il faut parcourir 10 km environ pour aller chercher le fer. Le minerai est extrait de trous dans le sol. Il faut être prudent pour descendre car certains trous font plus de 20 mètres de profondeur. Pour remonter le minerai, les forgerons forment une chaîne et se passent les paniers remplis de terre mélangée. De retour au village, le minerai lavé est roulé en petites boules pour être séché. 400 au total, le nombre exact que peut contenir le haut fourneau. Le feu est allumé dans le haut fourneau. On y met alors du charbon de bois. Dès que le feu a bien prendre du charbon bien allumé, on mouille de la terre comme des bancos, on ferme à côté des tuyaux et on laisse le tuyau pour appeler l'air. Et on remonte avec des boulettes. La première couche, on peut mettre 180 boulettes. C'est le kanimongo, la portion pour curer le haut du fourneau. Il faut qu'on attende 2 heures et on charge encore avec du charbon. On remet 200 boulettes. C'est le kongoro, littéralement pour renforcer la fonte. Avec le 400 boulettes, il reste 20 boulettes. Donc pour attendre à quelques minutes, et on remet un peu de charbon et on ajoute les 20 boulettes. C'est le yare. Le lendemain, le bloc de fer obtenu est retiré. Alors le bloc de fer, ce n'est pas le fer pur, c'est des masses de fer parce qu'il y a encore du charbon qui maintenant avec le fer. En cette masse de fer qu'on reprenait pour aller à la pierre, aller casser, broyer, il faut que ça revienne en poudre. Tout à la main, ce n'est pas machine. Donc c'est bien broyé, on le met dans une gamette et on le venait pour aller à la poussière de charbon. Les forgerons de Kony peuvent vous fabriquer les objets des plus simples aux plus complexes. Ces fiers forgerons, depuis les temps anciens, ont de par leur savoir procuré à leur village les éléments nécessaires aux fermiers et aux agriculteurs. D'abord, ça fait quelque chose de 32 ans ici dedans. Je cultive, j'ai fait des fleurs aussi, j'ai fait beaucoup de choses avec les dabas. J'utilise dabas, j'ai nourri ma famille, j'ai fait tout avec ça. Aujourd'hui, ces objets vendus aux touristes dans ce centre artisanal varient entre 500 et 1000 francs CFA. Ce travail fastidieux n'est pas très rentable. Il y a des objets qu'on vend à 500 francs. Il y a des objets qu'on vend au moins à 200 francs. Mais il y a des objets aussi qu'on vend à 1000 ou bien 1500. Les touristes, à l'époque, franchement, les touristes viennent avant, hein? Mais avec la crise, le tourisme a un peu séparé. Hein? Mais c'est maintenant, il commence à venir un peu. Ce que je peux dire au gouvernement, qu'il nous aide pour venir rétablir au site. Tout est fait. Le four modèle, est-ce que le four modèle, je pense que ça ne sera pas intéressant pour les touristes, pour les visiteurs. Sinon, le four, c'est nous-mêmes, on peut fabriquer ça. Avec l'argile, voilà, avec la force. La magie du récit a fait revivre pendant quelques heures tous ces hauts fourneaux éteints et abandonnés pour la plupart.
de nombreux hauts fourneaux primitifs hérissent le paysage. En 1887, l'explorateur Binger admirait la force physique, l'habileté et la patience de ces artisans sénoufos. Alors, si vous passez par Korogo, faites un détour par Koni et allez voir Soro Sionkaman. Il sera pour vous un merveilleux guide. Il vous racontera ce métier, vieux comme le monde, et qui se transmet de père en fils. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quand le soir descendra, les hauts fourneaux se remettront-ils à fumer. Voilà, n'hésitez donc pas à vous rendre à Koni pour découvrir ces artisans forgerons et vous imprégner surtout de leur travail. C'était un dossier signé Patricia Omouetia. Les travaux de construction du tribunal de première instance de Bingerville vont démarrer. La pose de la première pierre a eu lieu. L'ouvrage est financé par la France à travers le C2D, le contrat de désendettement et développement. Et la fin des travaux est prévue pour août 2020. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambile, a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre du rapprochement de la justice des populations. Kolo Klubali. Un bâtiment R+2 construit sur une superficie de 5428 mètres carrés. Voici le nouveau tribunal de première instance de Bingerville, situé dans le quartier Nsout. Cette salle d'audience, un service de protection de jeunesse et de l'enfant, une partie pour l'administration et un poste de police. L'ouvrage sera livré en août 2020 et va accueillir 66 magistrats et 50 greffiers. Un investissement de 5,3 milliards de francs CFA, financé par la France à travers le C2D, contrat de désendettement et de développement volet justice. Ce jeudi, pose de la première pierre par le ministre de la Justice et l'ambassadeur de France. Je suis un ambassadeur heureux parce que les projets avancent, ils avancent très vite. Hier, nous étions à Yamoussoukro pour l'inauguration du chantier de la future École nationale de la magistrature. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le tribunal de première instance de Bingerville. Demain, nous revenons à Bingerville pour la pose de la première pierre, cette fois-ci, d'un centre dédié aux mineurs. Le C2D volet justice se décline en plusieurs axes, notamment dans le domaine des infrastructures. C'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme qui met en œuvre cette politique de modernisation du système judiciaire et pénitentiaire. La pose de la première pierre du tribunal de première instance de Bingerville concrétise l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire de faire de la justice ivoirienne un modèle d'excellence. Le renforcement des infrastructures judiciaires est inscrit dans un vaste programme de renouvellement des infrastructures au titre de la politique sectorielle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, conformément au plan national de développement 2016-2020. Par ces actions de haute portée sociale, l'État et ses partenaires techniques et financiers offrent les moyens à la justice d'exercer ses missions de manière sereine et efficace. Le C2D Justice, c'est une enveloppe globale de 55,7 milliards de francs CFA dont l'objectif principal est de rapprocher la justice du justiciable avec un service de qualité. 121 Ivoiriens exilés au Ghana suite à la crise post-électorale ont regagné Abidjan ce jeudi. Après 8 années passées dans ce pays limitrophe, ils ont été accueillis hier jeudi à Noé, ville ivoirienne située à la frontière ivoiro-ghanéenne par les autorités locales et par le représentant du HCR en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Eric Gori. Christian Sonzaï est l'un des 121 réfugiés ivoiriens qui viennent de franchir les frontières de la Côte d'Ivoire après 8 ans de présence sur le territoire ghanéen. De retour au pays, il veut se battre pour s'insérer dans le tissu socio-économique et également s'investir dans la réconciliation. Pour cette fois-ci, les jeunes en ont pris conscience et c'est un travail de fond que nous allons vraiment mener au niveau de la jeunesse afin que nous qu'on suive des projets de société et non pas des individus. Et je pense que c'est à cela que nous allons nous atteler. Le retour de ces réfugiés ivoiriens s'inscrit dans le cadre d'un accord tripartite entre la Côte d'Ivoire, à travers son ministère des Affaires étrangères, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les pays d'accueil. Nous estimons aujourd'hui que les conditions sont favorables pour qu'un rapatriement se fasse et pour que le rapatriement se fasse de manière durable et de manière continue. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes venus accueillir ces réfugiés qui rentrent d'exil
du Ghana. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, était représenté par la responsable de la direction d'assistance d'aide aux réfugiés. Ces personnes-là ont répondu à l'appel du chef de l'État qui a souhaité que tous les Ivoiriens qui se retrouvent en dehors du pays, pour une raison quelconque, puissent regagner la Côte d'Ivoire pour qu'ensemble nous puissions construire le pays et que nous allions vers l'émergence. À leur arrivée à Abidjan, ils ont bénéficié d'appui financier de l'État de Côte d'Ivoire et du HCR. Sans oublier une ration alimentaire fournie par le Programme alimentaire mondial. Sur 300 000 réfugiés en 2011, plus de 273 000 ont pu rentrer en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien est décidé à œuvrer pour le retour définitif de tous ces réfugiés. Nous prenons la direction de Bonon, localité située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où le maire Yacouba Koné et son conseil municipal ont été investis officiellement par la ministre Nialé Kaba. Notez que le nouveau maire s'est engagé à travailler pour l'épanouissement de ces populations. On en sait plus avec Abou Sanogo. C'est en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de Bonon, situées au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, que le nouveau maire de la commune Yacouba Koné a été investi dans ses nouvelles fonctions par la ministre Nialé Kaba et Jeanne Pumon. Aussitôt investi, le maire de la commune de Bonon a dit placer son mandat sous le sceau de l'union de toutes les filles et de tous les fils de Bonon. Le RHDP, plus qu'une formation politique, est un creuset, un havre de paix, où tous les Ivoiriens doivent s'abreuver et se graver de la sagesse, de l'union, de l'amour du prochain pour le vivre ensemble. La ministre Nialé Kaba, représentant la ministre Kandia Kamara, présidente de la dite cérémonie, a salué les populations de Bonon pour leur forte mobilisation et pour avoir porté leur choix sur le candidat du RHDP. Elle a exhorté le maire Yacouba Koné à se mettre au service des populations pour le rayonnement du RHDP. Je voudrais engager le nouveau maire à placer son mandat sous le sceau de l'union de toutes les filles et de tous les fils de Bonon, sans considération politique, sans considération d'ethnie, sans considération de religion. Militants convaincus du RHDP, vous avez de solides repères pour cultiver ce vivre ensemble et cette cohésion à laquelle je vous invite. Et le premier repère que vous avez, il est en la personne du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est également le président du RHDP. Occasion pour le premier magistrat de la commune de Bonon de plaider auprès de l'émissaire de Kandia Kamara au regard des besoins de développement de Bonon pour le bitumage de la voie Bonon-Zagueta, réhabilitation du centre de santé, l'approvisionnement en eau, l'extension du réseau électrique et l'érection de Bonon en département. GPP, c'est une alliance de promotion de la paix qui regroupe 12 partis politiques de l'opposition. Cette alliance vient de faire son entrée sur la scène politique en Côte d'Ivoire et justement, ce mardi, l'alliance a présenté ses activités. C'était en présence de notre reporter Sidonie Davila. 12 partis politiques de l'opposition décident de parler le même langage, celui de faire la promotion de la paix. Réunis au sein du groupement des partenaires politiques pour la paix, le GPP, l'alliance a été présentée officiellement au cours d'une conférence de presse. Nous proclamons la paix valeur, c'est-à-dire la paix qui vient du cœur, celle dont le fondement permet de faire vivre harmonieusement les populations entre elles et de construire paisiblement le pays. Celle qui pousse l'homme politique à faire le don de soi. En le faisant, le GPP veut apporter une originalité dans la nouvelle donne politique. D'aucuns diront encore une nouvelle plateforme, encore une nouvelle alliance. Cependant, le GPP, défenseur des aspirations du peuple de Côte d'Ivoire, s'emploie à rechercher sa quiétude et à favoriser son bien-être. Ainsi, se garde-t-il de proférer des injures et autres paroles désobligeantes à l'encontre d'autres acteurs politiques et le gouvernement
avec qui il compte entretenir une relation de collaboration basée sur le respect mutuel. Né de la recomposition de la classe politique, ces 12 partis, liés désormais par un partenariat, n'abandonnent pas pour autant leur rôle de parti d'opposition. Également, les différents partis qui la composent gardent leur autonomie. Au chapitre éducation de ce 20h, notez une école de 6 classes. C'est le don de la fondation Magic System à Bayekou-Bassi, village situé à quelques kilomètres de Gagnoa. La pose de la première pierre de cette école avait été faite, je rappelle, lors du FEMIA 11, le festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Le reportage d'Issa Tchonayeo. Depuis 6 ans, la Fondation Magic System offre une école primaire à chaque édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA. Cette année, c'est Bayekou-Bassi, village situé à 6 km de Gagnoa, qui a bénéficié de ce don. Un don à la hauteur des rêves du leader du groupe Magic System. Aider à l'éducation, c'est aider au développement. Donc aujourd'hui, pouvoir offrir une école à une localité comme Bayekou-Bassi, ce n'est pas quelque chose qui va faire seulement plaisir à ce petit village, mais c'est quelque chose qui va contribuer aussi à sortir des futurs cadres de ce pays. Selon la représentante de la ministre Kandia Kamara, cette école offre des commodités idoines pour faire de bonnes études. Le matériel offert par Asalfo est vraiment ultra moderne et je pense que ce village devrait faire profiter aux enfants de ce village parce qu'ils sont attendus. Ils sont attendus dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et Asalfo fait bien de commencer. C'est au primaire qu'il offre ces jolis bâtiments. L'école apporte la lumière et la connaissance aux apprenants. Les populations de Bayekou-Bassi ont salué le geste à sa juste valeur. Je suis soulagé. C'est l'émotion qui m'étreint. Parce que 6 classes gratuitement offertes par le groupe Magic System, ça nous honore, mais ça nous réconforte moralement. Comme ça, nous laissons de bons souvenirs pour nos enfants. Après l'inauguration de l'école de Bayekou-Bassi, place au volet festif avec le concert de clôture au rond-point de la ville de Gagnoa. 5 artistes, Mouloukoukou Didier, Claire Bailly, Molière, Caris et Kérison Didier font chanter et danser de nombreux publics. La capitale de la région du Go referme ainsi les portes du FEMIA 12. Les magiciens donnent rendez-vous aux mélomanes l'année prochaine pour le FEMIA 13. Hors de la Côte d'Ivoire, les forces spéciales françaises ont libéré 4 otages la nuit dernière au Burkina Faso. 2 sont français. Ils ont été enlevés il y a 10 jours lors d'une excursion dans le parc national de la Bengari au Bénin. Les 2 autres otages libérés sont 2 femmes, une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne. Leur enlèvement, dont on ne connaît pas encore les circonstances exactes, a eu lieu il y a 28 jours. 2 militaires français ont trouvé la mort durant l'opération. Une cérémonie d'hommage national sera organisée en leur mémoire demain samedi en France. Jean-Pierre Bemba réclame plus de 68 millions d'euros, soit environ 45 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à la Cour pénale internationale. L'ancien vice-président congolais, se disant victime d'une erreur judiciaire, réclame réparation pour ses années passées en prison. Il accuse par ailleurs la CPI d'avoir laissé ses biens à l'abandon durant ces années de détention. Je rappelle que Jean-Pierre Bemba, accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique, a été acquitté en juin 2018 après avoir passé 10 années en prison.
Je rappelle en Côte d'Ivoire que la société minière d'Iti a investi 280 milliards de francs CFA pour la construction d'une usine de lixiviation en cuve. Un investissement qui vient accroître sa production qui passe de 2 à 6 tonnes l'année. La nouvelle usine a été inaugurée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il rassure les investisseurs des dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Nous en saurons davantage avec notre reporter Mamadou Kouassi. Ce sera dans nos prochains journaux et je vous retrouverai demain à 20h. Passez une très belle soirée sur RTI 1.